Cette journée est initiée donc par l'AMDF et le MCD que je représente. Donc l'AMDF, Maison de la Fraternité, le MCD, Mouvement Citoyen pour la Diversité. Donc j'ai le plaisir d'accueillir pour traiter de cette thématique une palette d'invités qui vont donc s'interroger, qui vont réfléchir ensemble autour d'une table ronde sur le thème de l'islamophobie, définition, rétrospective et perspective de lutte citoyenne. Je suis heureuse de pouvoir avoir pu organiser cette journée parce que d'abord nous sommes après les présidentielles qui ont donné le résultat qu'on sait, mais que tout n'est pas joué puisque nous sommes à la veille aussi d'élections législatives et que les enjeux sont tout aussi importants, si ce n'est plus. À mon sens, l'une des questions qui est fondamentale par rapport à l'islamophobie, c'est la question qui est de se dire pour les musulmans, quel modèle on va leur donner pour construire leur personnalité de musulman et sortir d'une espèce de schizophrénie qui consiste à être soit assimilationniste et donc on voudrait presque se blanchir la peau, ou soit à être vivre en France, mais en vérité on vivrait dans une bulle et tout ce qui serait français, il faut forcément le détester ou le haïr, etc. Et ce n'est pas à titre orientaliste, voyez-vous, que je parle, mais à titre philosophique, pour défendre ce que je crois être une injustice. Et il y a pire que l'injustice, parce que la justice n'est jamais très parfaite, mais la vérité, elle est complète. C'est-à-dire, ou bien on dit une chose vraie, ou bien on dit une chose fausse. Le relier à la question coloniale, puisque c'est quand même, à mon avis, ce qui détermine en grande partie l'islamophobie aujourd'hui en France. Et avant la question coloniale, la question historique, le retour historique de ce qui précède la colonisation, notamment les croisades et la relation, disons, entre le monde musulman et la chrétienté, si on peut parler comme ça. C'est que j'ai eu l'occasion et l'honneur d'écrire le livre Le vrai visage du prophète Mohammed. Donc c'est un livre qui a été fait à 100 000 exemplaires, voire même 103 000 exemplaires. Et ce livre-là, Sarkozy l'a eu dans les mains déjà en 2007, dès sa sortie. Il n'a certainement jamais lu, ni même feuilleté. De même que beaucoup de ses ministres l'ont eu dans les mains. Beaucoup de ses ministres l'ont eu dans les mains. Des personnes, des maires, des intellectuels, on l'a distribué. Et c'était en fait dans le chapitre 12, il y a 12 chapitres dans ce livre, dans le chapitre 12, on s'interroge bien sûr pour lancer le débat, la publication des 12 caricatures, propagande islamophobe ou liberté d'expression. Donc on lance carrément le débat, est-ce vraiment c'est de la liberté d'expression ou un cas d'islamophobie, et ça discute. La réponse que moi j'ai trouvée à mon niveau, c'est de m'impliquer politiquement. Bien sûr, on m'a posé la question tout à l'heure avec quelle étiquette? Sans étiquette. C'est-à-dire indépendamment des formations, des structures traditionnelles qui existent aujourd'hui. Et d'où la raison pour laquelle, lors des présidentielles de 2012, j'ai dû voter à 2 reprises blanc. Effectivement, on me le reproche. Et ma réponse, c'est que tout simplement, je ne veux pas être complice d'un gouvernement qui cautionne ou qui fait semblant de lutter contre l'islamophobie ou la négrophobie. Après la mise en place de ce pôle observatoire qui recensait donc ce type d'acte, on a lancé un service juridique qui avait la charge qui l'a toujours, de traiter les plaintes dont il est saisi. Dans 50% des cas, heureusement, ces plaintes parviennent à une solution amiable. Voilà, ils se résolvent assez rapidement. Et pour le reste, il a fallu aussi intenter des actions en justice qui ont pu, pour la plupart, se solder par des victoires. Et je pense notamment à la plus récente, la condamnation du site Riposte Laïque, que vous devez, je pense, connaître pour la plupart, puisque sous couvert de promotion et de protection du principe de laïcité, en fait, les animateurs de ce site, comme Pierre Cassan ou Pascal Ilout et bien d'autres, on passe son temps à fustiger l'islam et les musulmans. Cette question a été ensuite étendue au prisme colonial, et là je rejoins tout à fait
mon excellent ami et frère Youssef Girard, effectivement, le racisme islamophobe a beaucoup à voir avec le legs colonial, bien évidemment. Il a aussi, et là je rejoins tout à fait mon autre excellent ami qui est parti, Adami Kanouté, il a aussi beaucoup à voir avec la négrophobie. Et je crois qu'il est extrêmement important pour nous, musulmans, de nous intéresser également à la négrophobie, parce qu'il y a beaucoup de liens. Et juste un petit rappel historique, rappelons que dans les représentations médiévales, le sarrasin, le musulman, le sarrasin comme on disait, était très souvent, et même pratiquement toujours, noir, représenté en noir, ou en brun. Et les caricatures du prophète qui existaient déjà au Moyen-Âge, lors de l'appel aux croisades, au concile de Clermont, eh bien c'était des caricatures qui expressément montraient des espèces d'êtres comme ça, noirs. Ça veut dire que dans la représentation occidentale, négrophobie et islamophobie sont extrêmement liés en fait. Voilà, c'est un document du ministère de la Défense. Il figure sur mon blog, sur le papier Le génocide arménien, le jeton de la France au Moyen-Orient. Il est sorti le 14 avril. Rien qu'en Première Guerre mondiale, 550 000 basanés engagés. 550 000, alors que toute l'Algérie comptait 1 million d'habitants. 173 000 Algériens durant la Première Guerre mondiale, 10% de la population. Il y a les Sachados, 78 000. 78 000 Arabes, chrétiens ou musulmans africains sont morts pour la France. Ils étaient colonisés, ils ont été aidés leurs colonisateurs à se libérer. Il faut être malade. 78 000 morts en 39-45, pareil. 1 200 000 Arabes, Africains, chrétiens ou musulmans sont morts pour la France. J'ai des sources, monsieur. Dans Monte Cassino, il est là, Monte Cassino. Il y a 4 000 Algériens sur les 6 000 Français. Le contingent français, il y avait 6 000, il y en a 4 000 de chez nous. Comme Monte Cassino est une victoire arabe autant que française. Les musulmans, qui sont 25 fois plus nombreux que les homosexuels, que les Israélites, ou que sais-je, les Arméniens ou les Turcs, en sont encore aujourd'hui dans des balbutiements à se demander s'ils ont le droit d'exister. Les intervenants ont rappelé que l'islamophobie était devenue un outil étatique. Outil étatique à quelle fin? Aujourd'hui, il vous faut savoir que 16% de la population française est musulmane, c'est-à-dire 1 Français sur 6. Il vous faut aussi savoir que d'ici 2050, l'Europe perdra 90 millions de ses âmes, que pour équilibrer le système des retraites, il faut quasiment 30 millions d'immigrés. Il faut aussi savoir, contrairement à ce qui est dit dans la sphère médiatico-politique, que l'immigration la plus massive n'est pas celle du Maghreb, c'est celle de l'Europe de l'Est. Au moins deux approches qui sont pour moi fondamentales. C'est l'approche historiciste et l'approche spiritualiste. Donc mettre en perspective dans son horizontalité, dans sa verticalité, l'islamophobie. Vous parliez tout à l'heure de la colonisation, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin que la colonisation. Il y a eu les croisades, il y a eu la bataille de 1732 à Poitiers, et quand on voit aujourd'hui le discours de riposte laïque, il y a des similitudes entre l'invasion des musulmans en 1732 et l'islamisation de la France et de l'Europe aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin, et il y a une chose qu'il faut le rappeler également, c'est que la civilisation islamique a précédé la civilisation européenne, et qu'à travers toutes ces guerres de croisades, l'Occident, l'Europe, a appris du monde musulman comment, à partir d'une idée religieuse, on était capable de faire une civilisation. Et ce qu'il faut comprendre également, c'est que l'islamophobie a été un ferment pour unir des peuples européens qui, pendant longtemps, se sont fait la guerre. Donc, l'idée d'un ennemi qui crée une cohésion. Ça nous rappelle des choses encore aujourd'hui, créer un ennemi de l'intérieur. Donc il y a une histoire, et je pense qu'il faut dépasser la colonisation, sinon on va rester dans des débats qui peuvent, à mon sens, manquer de perspective historique. Je pense aujourd'hui que dans la manière dont on pose le problème, on s'arrête uniquement au monde physique, et je pense qu'on aurait, en tant que musulmans, ce serait pertinent et judicieux d'avoir une lecture spirituelle de ce qui nous arrive. Parce qu'à un moment donné, on a l'impression que, par exemple, les attributs divins, c'est des noms qu'on accroche à un tableau, un espèce d'objet de décoration. Non, je pense que ça va beaucoup plus loin. Quand dans le dogme islamique, on considère l'homme comme le vicaire sur terre, comme un responsable, face à l'islamophobie qui a un problème devant moi, j'ai une attitude beaucoup plus sereine, beaucoup plus lucide que l'on a aujourd'hui. Et les agents... Je suis présent à cette conférence, à ce débat, à l'invitation de Fawzia, qui a initié cet événement.
pense que c'est un événement qu'il faut renouveler dès qu'on le peut. Cela permet de créer des liens, créer des ponts et d'échanger sur les idées et les solutions à apporter, notamment pour lutter contre l'islamophobie. Pour lutter contre l'islamophobie d'une part, et d'autre part pour créer une dynamique également politique. Je pense que c'est un élément essentiel dans l'épanouissement des musulmans dans notre pays. Une table de réflexion autour de l'islamophobie. En tant que musulman, je me sens concerné par ce phénomène. J'ajoute à cela que en fait, la forme qui nous est proposée aujourd'hui, je la trouve très intéressante parce qu'elle réunit des personnes d'horizons divers et donc on l'a vu, chacun vient un peu avec son vécu, son expérience et sa façon de voir les choses. Et donc moi je trouvais que c'était intéressant pour une fois de réunir des gens différents et non pas de faire un débat d'opposition mais d'essayer de trouver des convergences et une réflexion commune. Et c'est une initiative qui est rare, hein, on va dire, dans la communauté, surtout à l'heure actuelle où les gens ne débattent plus mais les gens plutôt se mettent en opposition et on a une attitude assez manichéenne où on n'arrive plus à débattre et à échanger des idées. Et donc moi j'étais très intéressé par ce concept-là et c'est pour ça que je suis venu ici. Voilà. Donc j'ai un itinéraire un peu particulier, j'ai grandi dans une communauté juive traditionnelle, j'ai été un sioniste pur et dur pendant mon adolescence. J'ai enseigné à la fac au Maroc et je suis arrivé à Paris où j'ai commencé à écrire des romans. Il y a peut-être des gens qui connaissent mon livre, Le Printemps des Sayanim, il a pas mal circulé sur Internet. Bon, merci. Donc en fait, mon engagement politique est pro-palestinien, anti-sioniste et anti-impérialiste date de mettons une dizaine d'années. Il a commencé il y a une dizaine d'années. Donc moi je dis une chose, c'est qu'il faut, j'ai prononcé hier à peu près les mots suivants. Je trouve que la communauté musulmane, je regrette qu'elle soit aussi forte de 5 à 6 millions et qu'elle soit dans cet état-là. Voilà. Qu'elle ne s'organise pas de façon revendicatrice dans tous les domaines. Moi, je ne sais pas pourquoi pas le lobby, après tout, pourquoi pas des écoles, pourquoi pas des députés, pourquoi pas de tout. Voilà, il faut s'organiser par toutes sortes de moyens. Il ne faut pas se laisser avoir par le système qui vous dit « Oh, le communautarisme, ça ». On est dans un état de droit. Il faut créer des structures juridiques, par exemple, pour défendre les femmes, pour se défendre, pour favoriser l'emploi entre soi, favoriser les marchés. Il faut créer toutes sortes de structures et il faut les revendiquer haut et fort. Voilà. Et moi, je pense que c'est avec la lutte, les autres formes de lutte, ces revendications sont indispensables. Sinon, on peut y arriver, mais avec beaucoup de retard. Voilà. Et le débat, pour moi, tous les débats, dès qu'on approche dans la sphère de l'islam, on est dans un débat de civilisation. Même s'il prend des formes politiques, etc. Mais le débat réel est un débat de civilisation. Ce sont deux civilisations qui s'affrontent. Ceci dit, je suis très content d'écrire hier ou avant-hier un article qui accompagne un peu cette conférence pour inviter le public, inviter d'autres gens, en disant il y aura une qualité. Mais au final, les gens sont quand même animés par une volonté de trouver des solutions concrètes, pratiques, et ça va dans le bon sens. Mais il faut faire du temps un ami et pas forcément un ennemi. Donc le temps également d'apprendre à se connaître, le temps de se positionner et de séparer le bon grain de l'ivraie et surtout dans le bon grain, faire en sorte de nous unir à partir de principes et de valeurs. C'est très important. Réunir des personnes de compétences différentes, peut-être de points de vue différents, d'approches différentes par rapport au problème de l'islamophobie, mais qui ont accepté d'être ensemble autour d'une table et de produire de la réflexion, de produire quelque chose de qualité et notamment en présence d'un public.